Je remercie Grégoire Vitry pour son invitation à cette webconférence sur le thème Addiction entre plaisir et douleur. Je vous propose d'aborder cette question selon l'angle systémique. Comment s'organise un système familial à transaction addictive? Je travaille comme thérapeute familial dans un centre qui reçoit des familles touchées par l'addiction, le centre Monceau à Paris. La question des séparations, des ruptures est récurrente dans l'histoire des familles que nous accueillons. La rencontre avec ces familles, marquées par des expériences de rupture et de séparation qui se répètent, m'ont amené à envisager cette expérience de la séparation comme fondamentale dans la dynamique familiale, dans le sens où elle devient un élément auto-organisant essentiel du système familial, c'est-à-dire un attracteur qui guide les comportements préférentiels dans la dynamique familiale. La séparation, à travers la menace de rupture, prend par exemple une place considérable dans les règles de communication observables au sein de ces familles. Selon Salvatore d'Amore, la famille en souffrance de rupture pourrait se figer sur elle-même et s'organiser comme un système relationnel endeuillé où la perte constituerait le noyau organisateur de son identité et des vécus. Autrement dit, l'attracteur selon la théorie du chaos. Pris au sens large, le terme d'auto-organisation désigne un ensemble de processus au sein d'un système issu de mécanismes basés sur des règles locales, qui conduit ce système à produire de manière préférentielle des formes d'organisation, par exemple une structure ou des comportements spécifiques, non explicitement dictés par l'extérieur du système. Ces formes d'organisation qui nous intéressent aujourd'hui sont les transactions addictives. L'auto-organisation est un concept qui a émergé avec la cybernétique. Ashby définit le principe original de l'auto-organisation en 1947. Puis le concept s'est nourri de différentes théories que vous voyez sur ce schéma. L'auto-organisation est le résultat d'une discontinuité pour la théorie des catastrophes de René Thom. Elle provient de l'amplification d'une bifurcation pour la théorie des structures dissipatives de Prigogine. Elle dépend de la sensibilité aux conditions initiales pour la théorie du chaos. Elle est possible grâce à l'intégration du bruit pour la théorie de l'auto-organisation d'Atlan. Afin de clarifier cette modélisation des dynamiques familiales qui reste abstraite et dématérialisée, je vais tenter d'expliquer cette auto-organisation des familles à transactions addictives de manière concrète. Pour étudier les conditions initiales, nous prendrons en compte l'histoire développementale de la famille. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes ou des deuils non élaborés dans les générations précédentes? Comment se positionnent les parents avec leur famille d'origine? Y a-t-il eu une perte de contenant culturel liée à la migration ou des persécutions? Y a-t-il eu des divorces, des séparations, au point que cela devient difficile de dire qui appartient et qui n'appartient pas à la famille? Y a-t-il des problèmes non résolus dans l'histoire de la famille? De toute cette histoire va émerger un système familial auto-organisé. L'approche systémique définit le modèle organisateur de la famille à partir du modèle phénoménologique et du modèle mythique. Ces modèles se construisent en interaction dans un processus autoréférentiel. C'est à l'intérieur de ce processus autoréférentiel, où un niveau renvoie à l'autre, dans une perpétuelle oscillation, que se situe la stabilité de l'identité du système. Le système s'engendre et se perpétue dans un processus autoréférentiel. Le modèle phénoménologique, que d'autres ont désigné par le terme rituel, correspond à la chaîne circulaire d'interaction au sein de la famille, qui intègre les règles de communication, les réponses comportementales, les réponses émotionnelles. C'est un modèle circulaire basé sur le principe de l'homéostasie. Le modèle mythique, ou l'épistémologie familiale, intègre les règles phénoménologiques, les méta-règles et le but spécifique de la famille. Il comprend des scripts qui peuvent être des scripts de répétition ou des scripts correctifs. Les modèles internes opérants qui vont déterminer le style d'attachement, les constructions du monde qui guident notre perception et les mythes. Je vais illustrer maintenant mon propos par l'exemple de la famille de Solène et David. Pour parler des conditions initiales, ce n'est pas simple, car on pourrait remonter dans les générations précédentes et identifier des événements qui sont venus fragiliser le système. Je simplifierai dans un premier temps en considérant l'enfance du sujet qui vient consulter pour un problème d'addiction. David a 9 ans et sa sœur Solène 5 ans lorsqu'ils sont séparés de leur mère, Valérie, qui démarre une cure pour se sevrer de l'héroïne. Après le sevrage, elle vivra en appartement thérapeutique. Les enfants vivent avec leur père, lui-même, sevré de l'héroïne.
Le vécu des enfants dans cette situation de séparation avec leur mère va dépendre des ressources dont ils disposent, mais aussi des ressources familiales. Comment l'entourage de l'enfant, le parent qui reste, les grands-parents, vont-ils soutenir l'enfant durant cette séparation? Comment vont-ils nourrir le lien avec l'absent? Comment vont-ils rassurer l'enfant par rapport à cette absence? Dans le cas de David et Solène, l'entourage apparaît peu soutenant et leur attitude va amplifier la douleur de la séparation. Le climat familial est défavorable pour aider les enfants à réguler leurs émotions en lien avec la séparation avec leur mère. C'est ainsi que le système s'auto-organise autour de la perte. Chacun va jouer un rôle pour que la perte devienne un élément auto-organisant du système familial. L'entourage pourrait organiser des rencontres avec la mère, des moments d'échange téléphoniques, mais ils n'en perçoivent pas la nécessité et se projettent et se positionnent dans le rejet de Valérie, privant ainsi les enfants de leur mère. La rupture apparaît comme une stratégie de régulation émotionnelle préférentielle en cas de conflit. Les enfants deviennent de plus en plus vulnérables à l'absence. Si pour les enfants, l'addiction apparaît à l'adolescence comme une tentative de solution pour ne plus souffrir de l'absence, du manque, elle a d'abord été un facteur qui les a fragilisés. Dans la famille de David et Solène, l'addiction est présente à toutes les générations. Valium et alcool pour les arrière-grands-parents, amphétamine pour la grand-mère, héroïne pour la mère, héroïne et alcool pour le père, cocaïne pour la tante, cannabis pour l'oncle. Les enfants doivent s'adapter à des adultes qui ne les sécurisent pas. Le père et la belle-mère consomment de l'alcool. Sur le plan émotionnel, David et Solène font l'expérience que le parent, dans les moments d'intoxication, n'est plus là pour eux. Il est là psychiquement, mais il est là physiquement, mais il n'est pas là psychiquement. Ces expériences du manque de disponibilité psychique des parents sont source d'insécurité et entravent le développement d'un attachement sécure. L'enfant vit des discontinuités dans la relation et dans la contenance que peuvent apporter les parents. Des moments de désinvestissement massif peuvent succéder à des moments d'investissement intense. Cette situation crée un sentiment de perte ambigu au sens où l'entend Pauline Boss. La personne est absente psychiquement mais présente physiquement, d'où l'ambiguïté de la perte. Cette ambiguïté va être une grande source de stress pour l'enfant et un facteur de risque important pour développer des troubles de la régulation émotionnelle, en particulier une difficulté à gérer les émotions liées à la perte. L'enfant peut ressentir des émotions positives très fortes lorsque le parent est présent et attentionné, et au contraire des émotions négatives, du désespoir quand cette attention disparaît, parce que le parent est ailleurs. Dans sa dépression, dans la drogue ou dans l'alcool, et qu'il est devenu inaccessible, plus là pour son enfant. La perte ambiguë est la perte la plus stressante. Dans la mesure où la personne aimée n'est pas véritablement perdue, le travail de deuil et d'acceptation de la perte ne peut se faire. Il s'agit d'un sentiment diffus, insidieux. Dans le contexte familial, cela génère des perceptions confuses concernant qui est à l'intérieur ou à l'extérieur d'une famille donnée. Donc un sentiment d'appartenance instable. La séparation avec la mère va durer 4 ans. David et Solène vivent chez leur père avec leur belle-mère Virginie, la fille qu'elle a eue d'une union précédente, Lou, et leur demi-frère prénommé également Cyril. Sur cette diapo, vous voyez l'instabilité du système en fonction de la disponibilité des adultes. Valérie, Cyril, Virginie et la grand-mère Mireille. La fonction des frontières est de protéger la différenciation du système. Or, dans la famille de Solène et David, les frontières sont confuses. Cyril a quitté Valérie, mais il reste proche de son ex-belle-mère, Mireille. Virginie et Cyril, du fait de leur alcoolisme, peuvent sortir du système familial et le sous-système des enfants fonctionne alors de manière autonome. Un jour, alors que Solène a 9 ans, elle trouve son père inanimé. Elle est habituée à le voir dans cet état quand il a bu. Elle pense qu'il est juste ivre comme d'habitude. Elle est seule dans la maison, elle appelle sa belle-mère et le père décède quelques jours plus tard d'un arrêt cardiaque. Valérie quitte alors son appartement thérapeutique et vient vivre avec Virginie et les enfants jusqu'aux vacances d'été. Ensuite, elle déménage avec ses enfants et s'éloigne donc de Mireille. Virginie quitte la région avec sa fille Lou et le petit Cyril. Rapidement, David et Solène n'ont plus de nouvelles d'elle. Ils se plaignent de ne plus avoir revu leur petit frère depuis cette période. La belle-mère, Virginie, a emmené tous les objets appartenant à leur père, par exemple sa guitare. Il ne leur reste rien de leur père. Lorsque Valérie vient consulter avec Solène,
Voici la configuration familiale qu'on observe. Solène a alors 16 ans et vit avec sa mère, mais elle est très proche de sa grand-mère Mireille. Par exemple, elle part en vacances avec elle. Valérie est en conflit avec sa mère et limite les contacts avec elle. David a 20 ans, il est parti vivre chez son grand-père Bernard dans une autre région. Il revient de temps en temps le week-end chez sa mère. Les grands-parents Mireille et Bernard sont divorcés. Mireille s'est remariée ensuite avec le père de ses 3 autres enfants. Ils ont également divorcé, puis ils se sont remariés. 20 ans après la mort de son père, Solène dira « Ma grand-mère paternelle m'en a toujours voulu de ne pas l'avoir immédiatement prévenu quand il est tombé dans le coma. Alors quand il est mort quelques jours plus tard, elle m'a fait porter la responsabilité de ce qui était arrivé. Ça a été l'horreur. Je me suis sentie coupable pendant des années. Je ne pouvais en parler à personne. J'avais honte. C'est comme si je portais la mort en moi. » Ce sentiment de culpabilité de Solène est nourri par le mythe d'expiation présent dans cette famille. Valérie a été violente avec sa mère. Elle porte en elle aussi beaucoup de culpabilité. Mais elle ne supporte pas la présence de sa mère. Une bonne relation semble impossible et pendant des années, elle a régulé cette culpabilité avec la drogue. C'est maintenant autour de sa fille, culpabilisée par la grand-mère maternelle. Nous voyons un isomorphisme entre la famille de la mère et la famille du père. Les parents pourraient être des frères et sœurs. Ils ont grandi dans une famille identique avec des traumatismes et des difficultés à accepter les différences. Ils ont été attirés l'un par l'autre du fait de leur histoire similaire, de leur proximité. Ce refus de l'exogamie dénie toute autonomie puisqu'à aucun moment, du point de vue mythique, il n'a fallu sortir des familles d'origine pour aller chercher à l'extérieur une personne avec laquelle on se lie pour fonder une nouvelle famille. Le système est flou. Valérie et Cyril peuvent être frères et sœurs. Mireille pourrait être la mère de Cyril. Il est attendu de Solène qu'elle veille sur son père et qu'elle fonctionne comme si elle était la mère de son père. Personne n'est vraiment à sa place. Les familles dépendantes appartiennent à la catégorie des systèmes flous, aux limites toujours mouvantes, qui sont des espaces relationnels uniquement constitués de liens qu'on voudrait idéalement indéfectibles. Le mythe de l'harmonie est actif dans ces familles, mais aucune différence ne peut être tolérée. Il n'y a pas d'intersubjectivité possible. Pour être reconnu et accepté, reconnaissance indispensable pour l'enfant pour se sentir exister, les membres de la famille sont profondément dépendants les uns des autres, puisqu'il faut toujours être en harmonie pour ne pas provoquer une rupture. Ils ne peuvent donc s'exprimer avec leur subjectivité et doivent choisir entre l'expression de leur subjectivité qui provoquera la rupture et la loyauté familiale qui entrave leur développement en tant que sujet. Voici donc le piège dans lequel sont prises ces familles et comment fonctionne un système à transaction addictive auto-organisé autour de la perte. C'est avec cette dépendance et cette sensibilité à la perte que le thérapeute travaillera dans la clinique des addictions. Je vous remercie de votre écoute.